Bonjour, c'est Armand Mongongo. Dans le cadre de notre chaîne que nous venons de créer sur YouTube appelée CMAT RDC, nous commençons par faire la première vidéo qui traite l'analyse des données. Il est à noter que nous aurons plusieurs vidéos à faire parce qu'il y a plusieurs thèmes. Nous commençons d'abord avec l'analyse des données qui constitue en fait la première étape d'analyse et de la modélisation, parce qu'on ne peut pas aller vite à la modélisation lorsqu'on ne connaît pas certains principes dans l'analyse des données. Alors, comme vous allez remarquer dans mon bureau, il y a plusieurs logiciels qui feront l'objet de différents cours que nous allons voir tout au long de nos différentes formations dans le cadre de cette chaîne CMAT RDC, que je vous invite de vous abonner massivement et d'aimer chaque fois les vidéos que je vais commencer à importer ou à publier. Alors vous allez remarquer que j'ai ici le logiciel GAMS, j'ai le logiciel Geoda, j'ai le logiciel MATLAB, j'ai le logiciel Gretel, j'ai le logiciel Stata 15, SPSS 26, j'ai le logiciel WinRat, ou bien pour les gens qui savent, le logiciel RAT, j'ai le logiciel eViews 10, j'ai le logiciel WinDeep pour faire la méthode DEA. Alors j'ai plusieurs logiciels. Tous ces logiciels vont nous permettre d'aborder des thèmes différents. Alors nous commençons premièrement avec l'analyse des données. Pour mieux faire ce thème d'analyse des données, nous avons utilisé, ou j'ai utilisé plusieurs documents et plusieurs livres qui sont utilisés. J'ai utilisé ici Handbook of Statistical Analysis Using Stata, la 3e édition. J'ai utilisé Using Stata for Principal Econometrics, 3rd edition. J'ai utilisé le logiciel le livre de Statistics for Management and Economics de Gérard Keller, qui est vraiment un livre de référence en statistique pour économistes et gestionnaires. J'ai utilisé le livre de Practice of Statistics for Business and Economics, qui est aussi un livre de référence. Et j'ai encore utilisé le livre de An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, qui est aussi un très bon livre, qui a 1200 pages. Un très bon livre aussi de l'analyse statistique. J'ai utilisé, comme j'aurai aussi le logiciel SPSS qui sera développé ici, j'ai utilisé le livre d'analyse des données avec SPSS et aussi le livre d'analyse multivariée avec SPSS. Tous ces livres je peux vous envoyer une fois que vous êtes abonné, et que dans les commentaires de chaque vidéo, vous me demandez ces livres à partir des mails qui constituent cette chaîne. Je vais facilement vous transférer, vous envoyer ces livres pour vous permettre d'approfondir des recherches de votre côté. Et il est à signaler que tout ce que nous allons développer dans le cadre de ces formations, nous allons épargner. Je vais épargner vraiment mes abonnés, les gens qui vont visionner mes vidéos au développement mathématique, parce que si je suppose que je vais seulement amener les gens à appliquer directement les analyses statistiques dans des logiciels conformément aux différents thèmes que je vais retenir dans le cadre de mes différentes formations. Alors, j'ai fait des petits diapos ici qui vont essayer de nous aider à connaître certains concepts qui seront utilisés, parce qu'on ne peut pas se jeter directement dans le fleuve d'analyse des données si on ne maîtrise pas certains concepts qui seront utilisés. Alors, c'est pourquoi je commence d'abord dans le premier diapo de me présenter. Moi, c'est Armand Bongo, comme j'avais dit tantôt.
Je suis détenteur d'un diplôme d'État en sciences économiques et en sciences commerciales. Je suis détenteur d'un diplôme de licence en économie, option économie mathématiques à l'Université de Kisangani. Je détiens aussi un DA en économie appliquée du programme NPTCI, un programme qui regorge 18 pays francophones de l'Afrique. Ce diplôme a été obtenu à l'Université de Yaoundé 2 et je suis actuellement doctorant à l'Université de Kisangani. Alors, ça c'est tout ce qu'il faut pour connaître, tout ce qu'il faut pour ma présentation, et je suis aussi expert en modélisation et en analyse des données. Alors, nous allons commencer pour apprendre l'analyse des données par le tout premier point qui est la statistique et ses mesures. D'ici, il faut comprendre que nous sommes encore à la statistique descriptive. Alors, je commence le premier point de ce point-là sur la statistique en gestion et en économie. Comprenez que moi je suis économiste et ça n'empêche pas les gens de d'autres disciplines de suivre les vidéos parce que ils vont simplement appliquer tout ce que nous allons voir dans les domaines. Parce que je serais vraiment mal à l'aise d'appliquer la statistique en médecine que je ne connais pas ou en droit que je ne connais pas. Donc tous les exemples que je vais évoqués ici seront les exemples tirés de l'économie et de gestion. Alors, je demande que chacun puisse appliquer tout ce que nous allons voir dans son domaine. Alors, je dis ici le rôle de la statistique en gestion et en économie. La statistique est un outil d'aide à la décision. Il permet de générer les informations pour réduire les incertitudes. Alors, déjà, l'économie, c'est une science qui analyse le passé, le présent pour préparer l'avenir. Or, l'avenir est toujours incertain. Pour réduire cette incertitude de l'avenir, il faut faire recours à l'analyse statistique, aux données statistiques, à la méthode statistique. Ça va vous permettre de préparer très bien l'avenir qui est vraiment incertain. Et dans ce cas, cette incertitude sera réduite lorsque vous avez des informations sûres. Alors, lorsque nous parlons de l'analyse statistique, nous devons faire une différence entre les données. Quand je parle de données ici, au même moment, je parle aussi des variables. Nous avons deux types de données ou deux types de variables. Il y a des données ou des variables que nous appelons des variables qualitatives et des variables quantitatives. Est appelé variables qualitatives c'est la variable dont la modalité ou les modalités ou les valeurs que doit prendre cette variable sont connues d'avance. Je peux dire ici la variable sexe, par exemple, est une variable qualitative uniquement parce que nous savons que la variable sexe ne peut que prendre des modalités, soit féminin, soit masculin. À ce niveau-là, comme les modalités que doit prendre la variable sexe sont déjà connues d'avance, à ce niveau-là, la variable sexe est une variable qualitative. Je peux prendre aussi la variable état civil. État civil aussi est une variable qualitative uniquement parce que les modalités que doit prendre la variable état civil sont connues. Soit c'est marié, soit c'est célibataire, soit veuve, ou soit les dérivés des mariés, marié monogame, marié polygame, ainsi de suite. Tout ça sont des modalités qui sont déjà connues. À ce niveau-là, je vais taxer que la variable qualitative, la variable état civil est une variable qualitative. Alors, la variable quantitative, contrairement à la variable qualitative, une variable est dite quantitative si ses modalités ne sont pas connues directement et ces modalités sont mesurables. Alors, si je veux connaître la recette réalisée par une entreprise ou l'évolution des prix d'un produit ou l'âge de mes consommateurs, des consommateurs de mes produits ou les poids des consommateurs de mes produits, je ne peux pas par magie regarder seulement une personne comme ça et comprendre la personne pèse autant de kilos. Non.
à ce niveau-là, il faut que je procède par une unité de mesure pour comprendre pour connaître le poids de la personne. Et si je prends la variable poids, la personne doit me dire son poids. Alors que si c'était la variable sexe, je devais regarder la personne à 99%, je dirais que la personne est une femme ou la personne est un homme. Alors, dans la variable quantitative, vous allez remarquer que nous aurons deux catégories de variables quantitatives. Il y a variable quantitative continue et variable quantitative discrète. La variable quantitative est dite continue uniquement si ces modalités peuvent accepter des virgules. J'avais évoqué la recette réalisée par une entreprise. Si ces recettes sont exprimées par exemple en dollars, les dollars a ces sous-multiples qui sont des centimes. Quelqu'un peut vendre 153 dollars 20 centimes. Je ne sais pas. Dans d'autres pays où les dollars vraiment appliqués, les centimes sont utilisés. Par contre, chez nous en Afrique, nous n'avons pas de centimes de dollars, mais ailleurs, les centimes de dollars sont utilisés. Alors, par contre, si je veux connaître le nombre d'enfants de moins de 10 ans par ménage, je ne peux pas avoir 3,2 enfants. Non, je vais avoir seulement 3 enfants, 10 enfants, 11 enfants. Si je veux connaître le nombre d'accidents de circulation par mois dans une ville, je ne peux pas avoir 10,5 accidents, je dois avoir seulement 10 accidents, 12, 15, 30, 80. À ce niveau-là, la variable accident est une variable, nombre d'accidents est une variable quantitative, mais discrète, et que la variable recette est une variable quantitative continue parce qu'il peut accepter des virgules, tout comme le poids, tout comme l'âge. Alors, une fois que la notion des variables ou des données est bien maîtrisée, nous passons à l'autre point qui est la connaissance même des types d'échelle. Comment sont mesurées ces différentes variables que nous venons de parler ici? Alors, pour ce qui est des types d'échelle, nous avons 4 types d'échelles. Nous commençons par la première qui est l'échelle nominale. L'échelle nominale a pour but d'identification et de classification d'objets et de personnes et de phénomènes. Ici, on se limite à énumérer. Sans tenir compte de l'ordre. Si je vais énumérer les pays d'Afrique centrale, je n'ai pas besoin de commencer par les plus grands, par les plus développés. Je vais commencer par ce que je veux. Par exemple, je vais commencer par la RDC parce que je suis congolais. Je vais prendre le Cameroun, je vais prendre le Congo-Brazza, je vais prendre la RCA, je vais prendre le Tchad. À ce niveau-là, je suis en train de numérer seulement sans considérer un critère donné. Alors, lorsque j'énumère comme ça, d'abord, les pays d'Afrique centrale c'est une variable qualitative parce que les pays d'Afrique centrale sont connus et que comme je les énumère comme ça, sans un critère donné, là je dirais que cette variable-là, les pays d'Afrique centrale, est mesurée dans une échelle nominale. Une deuxième échelle qui est l'échelle ordinale, on dit c'est la même définition que l'échelle nominale, mais à la différence que ici, il existe la relation d'ordre sur cette échelle. C'est-à-dire quoi? Dans l'échelle nominale, il n'y avait pas un critère pour classifier les objets, mais ici, dans l'échelle ordinale, les critères existent. Ce qui veut dire quoi? Si par exemple, je vais citer le pays d'Afrique centrale, en commençant par le plus grand en termes de superficie au plus petit, alors à ce niveau-là, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la RDC et je vais suivre avec d'autres pays d'Afrique centrale. Du moins, c'est la RDC qui sera la tête en termes de superficie. Je n'ai pas de superficie des autres pays d'Afrique centrale par cœur, mais du moins, la superficie de la RDC est connue. C'est la RDC qui est la plus grande qui est le plus grand pays d'Afrique centrale. La troisième échelle, si je peux retourner un peu, le point commun de ces deux échelles est que les deux échelles sont utilisées pour mesurer
des variables qualitatives. Mais la petite différence, c'est que dans la première échelle, l'ordre n'est pas important, mais dans la deuxième échelle, l'ordre est très important. Alors, et dans les deux échelles ici, les opérations arithmétiques ne peuvent pas être réalisées parce que les modalités, les valeurs que nous pouvons détecter dans ces échelles ne sont que des codes. Et les codes ne peuvent pas être additionnés. Si je peux emprunter un exemple de mon professeur Isaac Manoubele, il dit toujours, si dans un terrain de football, nous avons le joueur numéro 10, ou le joueur numéro 4, plus le joueur numéro 6, ça ne peut pas quand même nous donner le joueur numéro 10. Uniquement parce que les numéros de maillot des joueurs ne constituent que des codes. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une opération arithmétique. Et dans ces échelles ici, les zéros qui peuvent être observés sont des zéros relatifs, mais ne sont pas des zéros absolus, sont des faux zéros. Alors, nous passons à l'échelle d'intervalle. On dit ici, en plus des relations d'ordre que nous avons vues précédemment dans l'échelle ordinale, les écarts entre deux mesures successives ou bien deux classes successives sur une échelle d'intervalle sont uniformes. Toutefois, les zéros absolus n'existent pas. Ici aussi, les zéros sont relatifs. Alors, il faut retenir, comme je le dis toujours, j'appelle cet intervalle un intervalle prostitué. Dans quel sens? C'est un intervalle qui est à cheval entre c'est une échelle qui est à cheval entre l'échelle ordinale et l'échelle métrique que nous allons voir après. Alors, pourquoi je dis que c'est une échelle prostituée? Parce que ça dépend de la manière que les données, l'enquête a été utilisée, par exemple, a été faite. Si dans un questionnaire d'enquête, je pose une question, quel est votre salaire? Le salaire est une variable quantitative. Alors, au niveau de mon questionnaire, j'ai fait un questionnaire de type de questions fermées et que j'ai préparé des intervalles pour mes enquêtes. J'ai dit par exemple, quel est votre salaire? Première assertion, de 0 à 200 dollars, de 200 à 400 dollars, de 400 à 600 dollars, de 600 à 800 dollars. Vous allez voir que les intervalles sont identiques de 200, 200, 200, 200. À ce niveau-là, comme au niveau des questionnaires, j'ai mis des intervalles. L'enquêté sera obligé de choisir un intervalle. Imaginez que 10 enquêtés ont choisi de 0 à 200. Vous comprendrez qu'avec moi, il sera difficile pour moi de retenir qui sont ces enquêtés qui ont 100 dollars comme salaire, qui sont ces enquêtés qui ont 150 dollars comme salaire, qui ont ces enquêtés qui ont 180 dollars comme salaire. À ce niveau-là, comme il va devenir difficile pour moi de déterminer les enquêtés là, directement, la variable salaire ici perd sa qualité de variable quantitative, elle devient directement une variable qualitative, à ce niveau-là, mesurée à l'échelle ordinale. Mais si dans ma question j'avais posé quel est votre salaire, j'ai mis le point de suspension et que l'enquêteur lui-même va ajouter, compléter son salaire, à ce niveau-là, la variable salaire va rester salaire, mais elle sera cette fois-là mesurée à l'échelle métrique que nous allons voir après. Pourquoi? Uniquement parce que si je veux connaître les gens qui ont 80 dollars comme salaire, je vais détecter, ils sont au nombre d'autant. Maintenant, à ce niveau-là, comme je connais déjà la liste de mes valeurs, imaginez que si le salaire évolue par exemple de 100, de 10 dollars à 5000 dollars des gens que j'ai enquêtés, ça me sera difficile de tracer un tableau de cette longue liste. Je suis donc obligé de regrouper les données en catégories, comme nous allons voir dans les différents cas pratiques. À ce niveau-là, l'échelle d'intervalle ici va fonctionner comme l'échelle métrique. Voilà pourquoi j'appelle cette échelle comme une échelle prostituée. Et les gens qui ont conçu le logiciel SPSS, par exemple, ont compris cela. Et c'est pourquoi ils ont retenu que 3 échelles, échelle ordinale, échelle nominale et échelle métrique dans les logiciels.
La dernière échelle, c'est l'échelle des rapports qui s'appelle l'échelle des échelles, qui est caractérisée par les mêmes que l'échelle d'intervalle. Seulement ici, le zéro est absolu. Le zéro est absolu et toutes les opérations arithmétiques peuvent être appliquées. Addition, division, soustraction, ainsi de suite, ça peut être appliqué. Mais seulement, dans les échelles précédentes, on ne peut pas, comme les opérations arithmétiques ne peuvent pas être réalisées. Du coup, dans ces échelles-là, on ne peut pas calculer la moyenne, les moyennes, on ne peut pas calculer les variances et les quartiers. Tandis que dans l'échelle des rapports ici, nous pouvons calculer la moyenne E, les quartiers P, ainsi que les coefficients de variation et autres. Alors, une fois maîtrisé le type de données ou de variables, ainsi que les échelles, ce qui est important, c'est de connaître les sources de données. Nous avons deux types de sources de données. Nous avons les sources la source de données primaire et la source de données secondaire. Et c'est appelé source de données primaire. C'est seulement source de données. C'est lorsque les chercheurs lui-même, pour répondre à un objectif ou à des objectifs donnés ou fixés dans ses recherches, il procède à la récolte de données sur terrain lui-même. À ce niveau-là, les données qu'il va récolter sont appelées les données primaires. Par exemple, moi je vais connaître la pauvreté, le niveau de pauvreté dans ma ville de Kisangani, dans la République démocratique du Congo. À ce niveau-là, je vais faire quoi? Comme c'est mon étude et que je vais faire un questionnaire d'enquête dans lequel je vais poser des questions sur les qualités d'habitat, sur les qualités, les dépenses de consommation, ainsi de suite. À ce niveau, les données que je vais récolter auront comme source source primaire ou bien données primaires, uniquement parce que c'est moi-même que je les ai récoltées. Mais maintenant, ce type de données présente des avantages et des inconvénients. Son avantage, c'est quoi? Vous aurez directement les données qui vont vous permettre de répondre à vos objectifs. Mais le côté des avantages uniquement parce que ces données font l'objet des fois de différentes discussions et ne sont pas acceptées directement dans les travaux. Parce qu'il y a toujours des doutes par rapport à la manière de l'échantillonnage, par rapport à la manière de récolte, ainsi de suite. Le deuxième type de données, ce sont les données secondaires ou de la source secondaire. Ce sont des données qui ont été récoltées par un autre individu, par une entreprise étatique ou publique, par des organismes internationaux ou étrangers qui ont disponibilisé les données. Parce que si aujourd'hui je veux connaître les données sur le Covid, par exemple, l'évolution du Covid, il suffit que je parte au niveau dans les sites de l'OMS, je vais avoir l'évolution du Covid pour tous les pays. Pour tous les pays d'Afrique centrale, pour les pays d'Afrique, pour tous les pays du monde. À ce niveau-là, une fois que j'utilise les données qui ont été récoltées par une autre entreprise, par un autre individu, par un autre chercheur, je les appelle les données secondaires. Ces données secondaires aussi présentent d'avantages et des inconvénients. Son avantage, c'est quoi? Déjà, toutes les critiques qui pouvaient être formulées ne me seront pas formulées parce que vous serez à même de renvoyer les gens qui vont formuler ces critiques, d'aller critiquer l'organisme qui avait récolté les données. Et pas vous. Vous utilisez déjà les données publiées ou les données rendues publiques. Mais non être par des questions qui concernent le type de sondage que vous avez fait. Non. Alors, son côté négatif, son désavantage, c'est quoi? Le désavantage est seulement que ce type de données, par moment, ça ne rencontre pas l'objectif fixé par le chercheur dans ses recherches. Là, le chercheur sera obligé de calculer des données ou bien de créer de nouvelles données à partir de données existantes. Par exemple, si je reviens sur l'analyse de pauvreté que j'avais citée tantôt,
et que je voulais travailler sur la pauvreté pour la RDC, je n'ai pas les moyens pour faire une étude, une enquête sur toute la République démocratique du Congo. À ce niveau, je vais utiliser l'enquête qui a été réalisée auprès des ménages, enquête 1D3, qui a été réalisée auprès des ménages en 2012 et rendue publique en 2014. À ce niveau-là, je vais créer une variable qui sera appelée pauvreté. Soit je vais utiliser la qualité des toitures des maisons, soit je vais utiliser la qualité des sols, soit je vais utiliser la qualité des ciments, des murs, soit je vais utiliser la pauvreté monétaire en calculant les dépenses de consommation par individu par jour, à les comparer par les seuils fixés par la Banque mondiale qui est de 1,25 $. À ce niveau-là, je peux me dire que tous les ménages dont l'individu a dépenses de consommation journalière supérieures ou égales à 1,25 $, ces ménages sont considérés non pauvres et ceux qui sont inférieurs à 1,25 comme pauvres. À ce niveau-là, je dis, j'ai créé une variable à partir des variables existantes dans cette base-là. Ou simplement, je vais utiliser des variables proxy. Nous allons parler des variables proxy dans des vidéos qui vont suivre. Alors, après avoir retenu ce que nous avons retenu, nous allons faire rappel avec quelques notions de statistiques descriptives. Dans la statistique descriptive, nous avons quoi? À part les graphiques, ok? Parce que la représentation graphique aussi constitue la notion de statistiques descriptives, mais nous allons retenir ici que dans la mesure descriptive, nous avons quoi? Nous avons les mesures de tendance centrale. Là, nous allons parler des moyennes, des modes et des médianes. Et lorsque nous parlons des mesures après avoir déterminé les moyennes, les modes et les médianes, qui sont des valeurs qui représentent une distribution statistique, il est aussi important de voir comment les autres valeurs de cette distribution gravitent autour de la moyenne ou des modes ou des médianes. À ce niveau-là, nous allons parler des mesures de dispersion. Retenez que ici, je retenu uniquement deux mesures de dispersion, la variance et l'écart type. Il y a l'écart moyen absolu, il y a d'autres mesures de dispersion, mais moi, j'ai retenu ici les deux mesures de dispersion qui sont les plus utilisées. Alors, après avoir parlé de la statistique descriptive, on peut parler aussi de la statistique inférentielle, d'où l'inférence statistique. Les points généralité, on dit définition de l'inférence statistique, c'est l'ensemble des méthodes statistiques ayant pour but de tirer des conclusions pour aider à prendre des décisions au sujet d'une population à partir des informations partielles, c'est-à-dire à partir des informations d'un échantillon, comment on peut tirer une conclusion. Alors, comprenez déjà ici, il est difficile de faire une étude sur la population. C'est comme ça qu'à chaque fois, on doit revenir sur un échantillon qui représente toutes les caractéristiques de la population pour prendre les décisions. Alors, à ce niveau-là, lorsque on a obtenu une information au niveau de l'échantillon, on va ramener ces informations au niveau de la population. C'est là que nous parlons de l'inférence statistique. Alors, on a ici type d'inférence. On a inférence paramétrique. Ici, on parle d'inférence paramétrique lorsque les hypothèses portent sur un ou des paramètres. Un paramètre est une caractéristique de la population statistique X étudiée dans une population. Inférence non paramétrique. Et déjà ici, il faut comprendre aussi que on parle d'inférence paramétrique lorsque l'inférence en suit une loi de probabilité. Parmi les lois de probabilité, on a des lois student, loi gamma, loi chi carré, loi normale, loi, il y a plusieurs lois. Alors, lorsque une statistique suit une de ces lois-là, on parle de l'inférence statistique. Alors, inférence non paramétrique, ici, les hypothèses ne sont pas portées sur les paramètres, mais plutôt sur la forme de la distribution. Ok?
les hypothèses ne sont pas portées sur les paramètres, mais plutôt sur la forme de distribution. Après cela, les processus d'inférence, nous avons quoi? Nous avons l'échantillonnage, nous avons l'estimation, nous avons les tests d'hypothèse. Ici, je peux passer, je peux dire quelques mots en ce qui concerne l'échantillonnage. Certains chercheurs font des confusions entre l'échantillonnage et la détermination de l'état d'échantillon. L'échantillonnage, ce n'est pas la détermination de l'état d'échantillon. L'échantillonnage, c'est la procédure, la manière d'obtenir, la manière dont vous avez retenu les individus qui font l'objet de votre échantillon. Par exemple, je me dis que je vais faire une étude dans la ville de Kisangani. Je me fixe une telle d'échantillon. Je dis que je vais enquêter 1000 personnes dans la ville de Kisangani. Alors, l'échantillonnage ici, c'est seulement comment est-ce que je vais maintenant retrouver ces 1000 personnes-là. C'est là que nous parlons de l'échantillonnage. C'est comme ça qu'il y a plusieurs... il y a l'échantillonnage aléatoire et non aléatoire que nous allons développer dans les vidéos qui vont suivre. Alors ici, l'estimation et les tests d'hypothèse, là aussi nous allons les développer dans les diapos qui vont suivre. Alors, une fois maîtrisé la notion d'échelle, une fois maîtrisé la notion de variable, nous faisons ces petits tableaux de condensés pour savoir quelles sont les opérations que nous allons utiliser une fois que nous sommes devant une telle échelle ou bien une telle variable et une telle variable. Ici, retenez que quand je parle de l'échelle nominale, je parle ici de la variable qualitative mesurée à l'échelle nominale. Lorsque j'ai une variable qualitative mesurée à l'échelle nominale, à ce niveau-là, le calcul statistique que je vais faire, c'est seulement le type de fréquence et le calcul de mode. Je ne peux pas calculer la médiane, je ne peux pas calculer la moyenne arithmétique. Uniquement parce qu'ici, nous avons dit ici que l'ordre n'a pas d'importance pour la médiane et les opérations arithmétiques ne peuvent pas être réalisées. Alors, si je suis devant deux ou plusieurs variables nominales, le test des relations entre les variables que je vais faire, c'est le qui carré, le coefficient de contingence, le coefficient phi, la régression logistique et autres. Alors, si je suis devant l'échelle ordinale, c'est-à-dire une variable qualitative mesurée à l'échelle ordinale, le calcul statistique que je peux faire, c'est quoi? À part ce que j'ai fait pour la variable nominale, je peux ici ajouter la médiane, uniquement parce qu'on sait que la médiane est une mesure de position. C'est-à-dire, si je vais calculer la médiane, je vais arranger d'abord les variables en ordre de grandeur croissant ou décroissant. Après ça, l'échelle d'intervalle, ainsi de suite là, vous remarquez que vous pouvez facilement lire dans les diapos. Après cela, je peux aussi ramener les analyses de la même manière. Si j'ai ici une variable nominale comme variable endogène, variable ordinale comme variable endogène, variable d'intervalle comme endogène et variable de rapport. Si j'ai une variable nominale comme variable endogène, c'est-à-dire en colonne, et variable nominale comme variable exogène, voilà les opérations que je peux faire. Au moins certaines opérations que je peux faire. Si j'ai ici ordinal comme endogène, nominal comme exogène, les opérations que je peux faire, vous allez remarquer que l'échelle d'intervalle, je n'ai rien mis uniquement parce que l'échelle d'intervalle, comme je l'ai dit tantôt, je la considère comme une échelle prostituée qui peut être directement soit incorporée, considérée comme échelle ordinale ou comme échelle de rapport. Et si j'ai comme variable endogène, variable quantitative mesurée à l'échelle des rapports, et que j'ai là-bas variable exogène, l'échelle nominale, variable nominale, voici les opérations que je peux faire, ainsi de suite. Vous pouvez facilement lire et comprendre les diapos. Alors, à ce niveau, je vais faire maintenant la différence entre le test paramétrique et le test non paramétrique que je peux utiliser. J'ai ici le test des students. Le test des students, est un test ou méthode qui permet de décider si la différence observée entre des moyennes, je dis bien des moyennes, sont
entre t moyenne est dite au hasard ou ces différences-là est dite d'une cause systématique. Alors, c'est comme ça que je vais avoir trois types de tests de students. J'aurai le test de students d'un échantillon, c'est-à-dire je vais comparer une distribution observée à une distribution théorique. Là, je fais le test de students d'une distribution théorique et d'une distribution observée à une distribution théorique. Si maintenant, je peux aussi comparer des échantillons indépendants à partir des tests des students ou encore des échantillons appareillés. Quelle différence y a-t-il entre deux échantillons indépendants et deux échantillons appareillés? Uniquement, les échantillons indépendants sont des échantillons qui n'ont rien à voir en commun. Par exemple, je vais comparer dans une entreprise le salaire des hommes et le salaire des femmes. À ce niveau-là, c'est vraiment des échantillons qui sont indépendants parce qu'on ne peut pas trouver au même moment un homme qui est aussi une femme. Soit il est homme, soit il est femme. Alors, et l'échantillon appareil, c'est un échantillon ce sont deux échantillons qui sont tirés sur les mêmes individus. Ce sont les échantillons qu'on dit les échantillons avant et après une expérience. Je me dis par exemple que j'observe le niveau d'achat de certains clients avant un certain niveau de prix, et les mêmes clients qui sont mes clients fidèles, j'augmente les prix ou je diminue les prix. Je regarde aussi le niveau de quantité que les clients là vont encore acheter. À ce niveau là, j'aurai donc les achats de ces clients avant l'augmentation des prix et les achats de ces clients après l'augmentation des prix. Je vais maintenant comparer, est-ce que le fait d'améliorer, d'augmenter le niveau des prix a eu des conséquences sur le niveau d'achat de mes clients fidèles. Alors à ce niveau-là, je me dis que j'ai fait les tests appareillés. Alors maintenant, si j'ai plus de deux échantillons, je vais procéder soit à l'ANOVA à un facteur, soit à l'ANOVA à deux facteurs, soit en COVA, ainsi de suite. Alors, à côté de ces différents tests, et il faut retenir, pour que ce test soit appliqué, il y a des conditions. Il faut que les données soient normalement distribuées au niveau de la population. Lorsque les données ne sont pas normalement distribuées au niveau de la population, en utilisant un test de normalité, directement à ce niveau-là, je vais quitter les tests paramétriques aux tests non paramétriques. Alors, une fois que les données sont normalement distribuées, je vais revenir à ces tests ici, mais lorsque l'hypothèse de normalité des données au niveau de la population est rejetée, je vais aller au test paramétrique. Chaque test de ces côtés a son équivalent. Vous allez remarquer que si je suis au test d'un échantillon, à comparer avec un échantillon d'une distribution, à comparer avec une distribution théorique, de ces côtés, au niveau des paramétriques, je vais utiliser test D de Kolmogorov et Smirnov. Si j'ai deux échantillons indépendants et que l'hypothèse de normalité n'est pas vérifiée, je vais utiliser ici test U de Mann-Whitney. Si de l'autre côté, l'hypothèse de normalité n'est pas respectée pour deux échantillons appareillés, je vais utiliser le test T de Wilcoxon et les tests de signes. Par contre, si je suis devant plusieurs échantillons et que l'hypothèse de normalité n'est pas acceptée et que l'hypothèse aussi d'égalité de variance ne sont pas aussi acceptées, je vais utiliser le test de Lems-Neymar et le test Q de Cochrane. Alors, ce sont là les éléments que j'aurai besoin dans les vidéos qui vont suivre. Parce qu'à chaque fois que je vais faire appel à certains types de tests, vous connaissez déjà quand est-ce que ce test peut être appliqué. Voilà. Quels sont maintenant les logiciels qui seront utilisés dans nos différentes vidéos? Je vais utiliser Excel d'abord.
Minitab, le logiciel SPSS, le logiciel XLStat, Statistica et le logiciel Stata. Alors, nous allons plus approfondir Minitab, SPSS et le logiciel Stata. Parce que les autres logiciels là ne sont pas vraiment à la portée des autres. Et le logiciel Excel, là où il faut. Parce que le logiciel Excel, il fait aussi certaines analyses comme il se doit. Voilà, je suis à la fin de cette première vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner plus dans cette chaîne pour manquer aucune des vidéos que je vais publier prochainement. Parce que les vidéos vont se suivre, les vidéos vont être vraiment continuelles par rapport aux différentes séances que nous allons avoir. D'abord pour ce premier thème qui constitue l'analyse des données. Nous allons voir tout ce que nous venons de passer en revue ici dans ce logiciel avant de passer dans l'autre thème qui est de l'économétrie que nous allons voir dans les jours qui vont venir. Alors, je vous invite vraiment de vous abonner massivement et d'aimer à chaque fois les vidéos que je vais commencer à mettre en place. Une fois, s'il y a des questions ou il y a des remarques à nous formuler, il y a dans ma chaîne une partie réservée aux remarques, une partie réservée aux commentaires. Vous pouvez tout simplement commenter et moi je vais améliorer les vidéos qui vont suivre par rapport à vos remarques et par rapport à vos commentaires. Je dis donc à nous revoir à la prochaine vidéo. Je dédie cette vidéo à tous mes étudiants de l'université de Kisangani, de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani, de l'université Sepoma de Kisangani, de l'ISUJ Kisangani, de l'université Maris de Kisangani, de l'université Shalom de Bunia, de l'université de Inuwele de Ziro et tous les autres chercheurs qui aiment la science. Et je vous dis ciao.